Bonjour à tous, bienvenue à vous, on est très heureux de vous retrouver. Allez, bienvenue à tous sur ce plateau, on va commencer avec vous. Karl, de quoi allez-vous nous parler? Eh bien, on va parler de cinéma aujourd'hui, bien sûr, on va parler du film Au nom de la Terre de Édouard Bergeon, un film magnifique, implacable, terrible, un constat sur le monde paysan. Un film qui vous a laissé sans voix, visiblement. Absolument. N'est-ce pas? Allez, nous recevrons aussi une représentante de l'association Solidarité Paysans de Bretagne qui vient en aide aux agriculteurs en difficulté et que Guillaume Canet soutient depuis qu'il a tourné ce film. Quant à vous, Carole, vous nous présenterez comme d'habitude les coulisses des enchères avec ce matin un objet étonnant. Je vais avoir le temps de le présenter. Oui. Cette fois-ci, c'est une maquette de ponton. Je ne parlais que d'elle. Bon, on ne vous en dit pas plus, vous découvrirez, c'est absolument magnifique. Le thème du jour, j'en ai fait un petit teaser tout à l'heure, c'est la voix, incontournable. Elle est pour beaucoup un outil de travail capital, évidemment. Que dit-elle de nous, de nos singularités, de nos émotions aussi? Eh bien, nous évoquerons tout cela avec une chanteuse, Julia Chénin, dans quelques instants. Nous retrouverons également l'agenda culturel de votre week-end avec une sélection sur les 4 départements bretons, faite par Sabine Marimurg. Enfin, Billy sera à la SPA de Rennes où il nous présentera un nouvel animal à adopter. Voilà, bienvenue à vous. Vous restez avec nous pour 45 minutes d'émission. Tout de suite, je vous propose, je vous le disais, une petite introduction en images sur la voix. Oh, je crois que je suis sur la voie de l'extinction de voix. Ça me laisse sans voix. Pour un tiers des travailleurs, la voix est un outil professionnel capital. Et oui, un enseignant ou un commercial à faune, c'est un souci. Mais comment notre bel organe fonctionne-t-il? Eh bien, comme un instrument de musique avant, en faisant vibrer l'air que l'on expire. En remontant le long de la trachée, l'air titille nos cordes vocales et produit un son. Ce son se propage ensuite dans notre bouche, notre nez et notre gorge. Ces résonateurs amplifient et modifient le son. Alors pourquoi n'a-t-on pas tous la même voix? Parce qu'on n'a pas tous le même appareil vocal, pardi. Chez les enfants, par exemple, les cordes vocales sont très courtes. Du coup, la voix est plus aiguë. Oh, il fait beau. La taille et la forme des résonateurs jouent aussi un rôle. Elles peuvent rendre la voix ample, nasillarde Oh, il fait beau. ou chaleureuse. Il fait beau. La voix fait partie de la personnalité. Elle est unique, comme chacun de nous, et raconte beaucoup de choses. Elle trahit nos émotions, elle tremble quand on a peur, Il fait beau. ou est chantante quand on est gai. Il fait beau. Et si votre voix vous fait défaut, bien mieux que le miel ou la tisane, taisez-vous. Parler mobilise plus de 300 muscles. Ça s'entretient. Mais si c'est fatigué, ça doit se reposer. Alors, on veut toujours donner de la voix? Mais bien entendu, évidemment. Alors, s'il en est une qui donne de la voix, c'est vous, Julia. Bienvenue. Merci. Vous êtes chanteuse de profession. Est-ce que vous avez toujours été attirée par le chant? Oui. Toute petite déjà? Toute petite, la légende raconte que j'ai commencé à gazouiller à 9 mois sous forme de petites chansons pour m'endormir et me réveiller. Donc dès le berceau. Ouais, j'ai commencé très tôt. Vous avez fait partie de formations musicales, on imagine, et aujourd'hui encore, vous faites partie de plusieurs formations musicales. D'un groupe de gospel qui s'appelle Soulful Singers. C'est un quartet vocal accompagné d'un pianiste. Un duo piano-voix qui s'appelle Kind of Soul. On fait des reprises de soul et de jazz. Et je dirige un chœur sur Rennes de 100 chanteurs amateurs. Une chorale de gospel qui s'appelle The Soul Spirit Choir. Bon, en gros, vous ne vous arrêtez jamais de chanter. Vous êtes quelle tessiture? Parce que c'est ce qu'on dit. Je suis mezzo-soprane. Mezzo-soprane. Ouais. Bon. Eh ben, on va découvrir tout de suite votre voix, parce que c'est bien d'en parler, mais c'est bien de vous entendre aussi. En duo avec le Rennais Saro, champion du monde de beatbox catégorie Loop Station. On regarde. I hit my dinner in a bounce top, then I go to sex clubs, watching freaky people getting it on. It doesn't make me nervous, if anything I'm restless. Yeah, I've been around and I've seen it all. I get home, I got the munchies, pinch up on my Twinkie, throw up in the tub, then I go to sleep and I drunk up on my mind. You're gone and I gotta stay high all the time to keep you off my mind. Ooh, ooh. Joli brin de voix, comme on dit, même plus qu'un brin de voix. Hein. Vous êtes formé essentiellement au gospel, ça s'entend.
c'est votre petite patte. Ouais, tout à fait. Une amoureuse inconditionnelle du gospel Ah ouais. et de la soul. Mais pas que. Vous faites aussi des voix. J'ai été appelée pour faire des voix chantées sur des dessins animés. La première fois, c'était sur un dessin animé qui s'appelle Princesse Lilifée, où j'ai refait les versions françaises des chansons. Et en 2014, on m'a appelée pour les chœurs de La Grande Aventure de Maya l'abeille. Oh, alors là, le Voilà, Graal. monter un petit chœur pour connais des fans. refaire toutes les voix françaises des chants. Et puis vous avez fait les chœurs de Stevie Wonder aussi. Bon, enfin bref, vous avez un sacré parcours. Alors un parcours qui vous a mené carrément jusqu'aux États-Unis. Ouais. Alors là, c'est fou quand même. Vous êtes carrément parti vivre là-bas quelques mois. Je suis partie vivre là-bas quelques mois. J'étais partie une première fois en tour avec une chorale et puis j'ai vraiment découvert New York et ses chorales de gospel. J'ai intégré la First Corinthian Baptist Church où On vous voit là. je faisais, oui, je faisais les services Vincent Blonde. du dimanche. C'est toute l'émotion que dégage. Ouais, moi ce voyage ça a chant été vraiment. qui J'avais ressemble. envie d'aller à la source de la musique que j'affectionne. Ouais, non, c'est des Ne serait-ce très que bons d'en souvenirs. parler, ça fait ressortir plein d'émotions, évidemment, parce que c'est ça, finalement, la voix, c'est toute l'émotion que ça procure, c'est ça que vous aimez, Complètement. qui vous transporte Ouais, moi, je suis totalement. très attachée à justement tout l'aspect émotionnel de la voix. La technique, c'est très important, mais voilà ce que ça provoque, la façon dont le stress peut agir, la peur, les émotions, en fait, transforment notre voix et ça me fascine. Alors le stress, on imagine, parce qu'on est tous finalement soumis au stress par rapport à notre voix, évidemment. Vous, Carole, quand vous êtes commissaire-priseur, on le rappelle à Rennes en Cher, c'est votre outil de travail, Ouais, la voix. Je pense à une chose en particulier, une histoire. C'était une de mes premières ventes et ma mère n'était pas prévue. Il n'était pas prévu qu'elle participe à la vente et en fait, ma voix est partie quand elle est arrivée. C'est-à-dire, j'arrivais plus à vendre. Oh, l'émotion. Donc ça, la voix peut nous échapper à un moment donné sous l'émotion. Ah oui. Carl, vous êtes Ouais. professeur de philosophie. Pareil, toute la journée, vous parlez devant vos élèves. Oui, Ça vous oui, est déjà tout à fait. arrivé de perdre votre voix Oui, d'être- complètement. En général, c'est les premiers temps, la reprise après les vacances. C'est très compliqué parce que quand il faut parler pendant 7 heures d'affilée, on n'est plus du tout habitué. Et je regrette d'ailleurs que l'Éducation nationale ne propose pas des formations vocales pour les profs parce que c'est vraiment notre Complètement. outil numéro 1 et qu'à partir du moment où ça tombe en rade, eh ben, on ne peut plus travailler, c'est pas possible. Ouais. Donc on se soigne au sirop Euphonia, c'est ça. Pas Comme de les comédiens. publicité. On n'avait pas de micro. Non. Non. Bah non, c'est ça. c'est ça Comment qui me- vous travaillez votre voix, Julia? Est-ce que vous avez des astuces? Vous la faites travailler tous les jours ou Quasiment pas tous les jours, Quasiment tous les avec jours. beaucoup d'exercices. En fait, ce qui peut aider pour le placement de la voix, c'est surtout la respiration, en fait, la mise en place de la respiration abdominale pour pas appuyer sur le larynx. Et je pense que les professeurs devraient travailler ça pour projeter leur voix. Donc moi, je la travaille sous forme de vocalise. J'ai aussi l'occasion de répéter quasiment tous les jours pour les concerts. Donc c'est un entretien quotidien. Évidemment. Alors, on va écouter, si vous voulez bien, tout de suite le témoignage d'un coach vocal. Il va nous donner quelques petites techniques qu'il utilise, lui. Aujourd'hui, je vous explique comment prendre soin de notre voix au quotidien et la protéger dans une période d'utilisation intense, comme par exemple la rentrée scolaire. On utilise par exemple des pailles. Donc, idéalement, on utilise une paille pour faire des exercices vocaux d'échauffement. Idéalement, recyclable, réutilisable, c'est plus écologique. Et en fait, l'idée, c'est simplement de faire des murmures prolongés dans la paille, un peu comme ça. Et répéter l'exercice plusieurs fois par jour au besoin, justement pour échauffer notre instrument avant l'utilisation et aussi pour replacer les muscles à la fin d'une journée vocale intense. Ben voilà, Carl, vous viendrez donc en cours désormais avec une paille. hein, Et c'est ça. C'est pas très écolo la paille, alors attention. Et puis les élèves vont se poser quelques petites questions, mais bon. Vous savez, un prof de philo, on peut tout se permettre. ouais. On a la réputation d'être perché. Julia, vous connaissiez cette technique des pailles? Alors moi, je connais... j'ai fait ça en rééducation. J'ai perdu ma voix en 2012 et à cause d'un œdème sur les cordes vocales et puis beaucoup trop de forçage de travail et de stress. Ah oui. Et l'orthophoniste que je voyais me faisait travailler dans une paille, en effet, pour mieux placer la respiration. Et j'ai découvert ça, ouais, en effet. Votre timbre, il est très soul, très gospel. Vous avez fait des laryngoscopies pour savoir si... Alors, moi, je fais des laryngoscopies régulières pour vérifier
si tout va bien. Mais la première, en fait, j'ai été très étonnée. Je m'attendais à ce qu'on... Enfin, je me rappelle, déjà, c'est très désagréable comme examen. Et à la fin, j'ai demandé à l'ORL, mais elles sont un peu particulières, mes cordes vocales. J'ai quelque chose de spécial, voilà, non un truc, quoi. Et absolument pas, j'ai des cordes vocales totalement... normal. En fait, on ne sait pas bien d'où ça vient. Mais oui, on sait pas. Bien. Moi, je sais pas, en tout cas. On sait pas. Ça reste un mystère, alors, la voix. Parce que le timbre est unique, ouais. Bon, chacun... La signature de chacun. Ouais, Ouais. c'est ça. Qu'est-ce qu'elle dit de nous, cette Vocale. voix, de nos singularités? Ça reste un mystère quand même, effectivement. Vous organisez, Julia, un événement le 1er décembre prochain à Passé près de Rennes. Oui, Il y aura du monde et du beau monde sur scène. tout à fait. En partenariat avec une association qui s'appelle les Rencontres Gospel, on fait venir pour la 2e fois à Rennes le Soweto Choir, qui est une chorale d'Afrique du Sud. Donc ils viennent à 15 et la chorale que je dirige à 100 chanteurs fera la première partie. Et on a un gros final avec 150 chanteurs qui sont venus faire un stage en avril avec eux. Donc on les reçoit le 1er décembre à Passé. Au Ponant, donc, Ouais. et ça va être un moment de gaieté, de joie, et où on donnera beaucoup de voix. Hein. On vous souhaite bonne chance pour cet Merci événement. beaucoup. Hein. Sabine, vous utilisez vous aussi votre voix tous les jours, forcément. Mais oui. C'est votre métier. de Oui, parler. c'est ça. Et on apprend d'ailleurs à poser la voix. Hein. Je trouve que justement, on devrait apprendre aussi aux enfants. Il y a de plus en plus, il y a des stages de radio. Mais je trouve que c'est vraiment une école, une très bonne école par rapport à la mise en confiance, à la place de l'élocution, de l'expression. Et c'est vrai que c'est un travail de... Voilà, on apprend progressivement à placer la voix par rapport au micro. C'est pas naturel non plus, quoi. Voilà. C'est une technique aussi à apprendre. Et je trouve que par rapport à l'éducation, on pourrait aussi davantage leur proposer ce genre d'exercice. Effectivement. Christine Etienne, vous faites travailler votre voix tous les jours également? Alors, je fais travailler ma voix parce que le ton de la voix est important dans l'accompagnement. Ça doit rassurer, ça doit être un outil aussi, et un outil de communication intense. Ouais, et au service de l'écoute. Et bien au sûr. service de l'écoute. Vous êtes donc, on va le rappeler tout de suite, administratrice de l'association Solidarité Paysans de Bretagne et vous êtes bénévole dans le Morbihan. Oui. Pourquoi vous vous êtes engagée dans cette association qui soutient les agriculteurs? Mais figurez-vous qu'au moment de la retraite, j'avais prévu de faire plein de choses, de danser, de chanter. Et puis, j'avais le sentiment de n'être utile en rien. Donc, j'ai voulu être utile auprès de gens qui en avaient besoin et auprès de qui je pouvais apporter quelque chose du fait de mon histoire, de mon parcours. Et donc, j'ai contacté un bénévole de Solidarité Paysans. C'est plutôt lui qui m'a contacté et il m'a dit « Mais oui, tu peux être utile. Tu peux venir faire de l'accompagnement auprès des paysans en difficulté. Alors, tu apporteras ce que tu pourras Vous apporter. allez apporter évidemment plein de choses. L'association, elle est très présente sur le territoire breton. De quelle façon? Dites-nous, il y a Alors, elle combien est très présente parce que c'est une association régionale qui comprend tous les départements. Il y a une antenne dans chaque département. Nous sommes à plus de 130 bénévoles sur la Bretagne et il y a 9 salariés, donc avec un budget important, des réunions importantes. Et nous accompagnons à l'heure actuelle plus de 350 familles. On parle de famille parce que en agriculture, c'est en famille. Voilà, et toute la famille est impactée. Tout le monde dans le même bateau. Comment vous fonctionnez très concrètement auprès des agriculteurs? Quel est votre rôle précisément? De quelle façon vous apportez votre soutien? Alors, tout d'abord, l'agriculteur doit nous contacter lui-même. Bien sûr, sur conseil ou sur incitation par des organismes ou par un voisin, une famille. Mais il fait la démarche de nous contacter. Donc, notre première approche, c'est de l'écouter, dans le non-jugement, dans la bienveillance. On l'écoute et on lui parle comme peu de gens leur parlent. C'est-à-dire, ils sont en guerre contre les organismes, contre les banques, les créanciers et les choses. On leur parle. Nous, il n'y a pas d'enjeu. On ne leur vend rien, on ne leur achète rien. Il n'y a pas d'enjeu. Donc, on les accompagne ensuite dans leur choix. Parce que c'est eux qui font leur propre choix. Voilà. Ils gardent la main sur leur exploitation et leurs décisions. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a de plus en plus d'appels à l'aide depuis quelques années ou pas? Alors, il y a de plus en plus d'appels à l'aide parce que Solidarité Paysans commence depuis quelque temps à être bien connue. Mais il n'y a pas autant d'appels à l'aide qu'il n'y a d'agriculteurs en difficulté. Donc,
On a le sentiment qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs en difficulté du fait de la libéralisation des prix. Avant, il y avait la paye du lait qui rassurait tout le monde. Maintenant, les prix sont libres et malheureusement, souvent en défaveur de l'agriculteur. Souvent, l'agriculteur produit à perte. Ce n'est pas lui qui établit les prix. Alors, sauf en vente directe ou en circuit court, comme on est en train de les imaginer et de les inventer. Il y a de l'agribashing de plus en plus. Il y a de plus en plus d'agribashing, vous l'entendez vous-même sans doute, les pesticides, on taxe les agriculteurs d'empoisonner la terre, d'empoisonner les airs, d'empoisonner tout le reste, alors qu'ils sont là pour assurer notre sécurité alimentaire, pour nous nourrir, et qu'ils sont fiers, qu'ils travaillent, mais alors ils travaillent sans arrêt, et ils sont fiers de ce qu'ils font. Ils ont l'amour de leur terre, l'amour de leur production. Et ça, c'est important. C'est important. Alors, en cette période d'agribashing, il y a quelqu'un qui soutient votre association. C'est pas n'importe qui, il s'appelle Guillaume Canet. Et il y a en ce moment un film qui est à l'affiche, Au nom de la terre. Il est sorti hier. Il est du réalisateur Édouard Bergeon. Avec Rufus et Guillaume Canet, on regarde tout de suite la bande-annonce. Et Karl, qui l'a vu, nous dira ce qu'il en a pensé. Et voilà le propriétaire des Grands Bois. Bon, l'important, c'est que ça reste dans la famille. Ah, vas-y, là, c'est bon, là. Arrête tes conneries. Il n'y a plus de trésorerie, là. On est à sec. Monsieur Georgiou, les avoirs de trésorerie, ça commence à faire beaucoup. Surtout cumulé avec l'ensemble des prêts. C'est quoi ces conneries? Tu vas te remettre un crédit sur le dos? On voit bien, là, votre nouveau bâtiment. Il y en a qui disent que ton père, il se la pète, hein. Pareil que t'es dans la merde. Si tu m'avais écouté, au lieu d'aller foutre la main dans le système... T'étais jusqu'au cou dans le système. Moi, au moins, j'étais libre. Mais qu'est-ce que tu veux, en fait? Qu'est-ce que tu cherches? Qui se démerde. Faut s'en sortir, t'as qu'une seule solution, c'est de partir. Moi, papa, je prendrai la suite au Grand Bois. C'est fini, les Grands Bois. Si tu passais. Quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Un film poignant, magnifique. Vous l'avez vu hier soir? Oui, Karl? tout à fait. Poignant, c'est vraiment le mot. Vous la avez semaine les larmes aux dernière. yeux, ouais, oui, mais comme vraiment. nous tous sur Ça le plateau, m'a. c'est fou parce Et que vous savez, c'est vraiment. pour vous donner une simple anecdote à propos du film que je suis allé voir hier soir, Au nom de la terre, c'est la première fois qu'au cinéma, je constate à la fin du film un tel silence dans la salle. La salle était quasiment remplie. C'est une grande salle et les gens ne partaient pas, continuaient à regarder le générique, étaient complètement bouleversés par ce film. La bande-annonce ne rend peut-être pas justice au côté extrêmement juste, extrêmement implacable du film. On a un peu l'impression de voir une espèce de grande saga paysanne, familiale, etc. Il faut oublier ça. Au nom de la terre, c'est avant tout le portrait d'un homme et un portrait vrai, véritable, puisque le papa d'Édouard Bergeon, Christian Bergeon, était lui-même agriculteur, a vécu tous ces malheurs. Malheurs pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un homme qui, dans les années 90, est à la tête d'une ferme qu'il a rachetée à son père, parce que voilà, dans cette famille-là, on ne se fait pas de cadeaux, on n'hérite pas, on rachète à son père la ferme. Et cet homme est totalement partagé, déchiré entre le monde de la paysannerie à l'ancienne, il a envie de continuer à faire ça en élevant des chevreaux, en élevant des poulets, et puis le monde moderne. Il se prétend, cet agriculteur, Pierre Bergeon, joué par Guillaume Canet, il se prétend un entrepreneur, un chef d'entreprise, et il veut faire cohabiter ces deux mondes, et puis bien sûr il n'y arrive pas parce qu'il y a les grandes sociétés qui lui mettent le grappin dessus pour le productivisme, il y a les banques qui lui serrent le kiki sans arrêt, et ce type se retrouve totalement paumé. Guillaume Canet est extraordinaire dans ce film, il s'est beaucoup impliqué, il est également producteur du film, il est méconnaissable, on l'a vu dans la bande-annonce, un homme complètement abattu. Alors du coup, Christine, vous avez vu ce film, vous l'avez vu 2 fois même, il me semble. Vous êtes au contact tous les jours de gens qui vivent des situations semblables. Comment avez-vous ressenti, vous, ce film ? Alors, moi aussi, j'étais sous le coup de l'émotion. Je l'ai vu 2 fois. Ouais. Et la première fois en présence de Guillaume Canet, d'Édouard Bergeon et de Rossignon,
aussi. Et la justesse de jeu des acteurs est impressionnante. Et du coup, je suis restée sans voix, avec les larmes aux yeux, comme beaucoup d'autres, les 2 fois, ça ne change pas. Quel message fait passer le film finalement ? Parce que c'est un film qui ne verse pas dans le pathos, qui est toujours d'une grande justesse, assez implacable. D'après vous, quel message on pourrait en retirer finalement, nous tous qui ne faisons pas partie de ce monde paysan ? Alors, il y a énormément de messages dans ce film. Et de le revoir, ça permet de voir autre chose. La première chose, et tu en parlais tout à l'heure, c'est le fait qu'on reprend une exploitation au juste prix, c'est-à-dire valeur patrimoniale. On ne voit pas la rentabilité à terme, et surtout, l'agriculteur ne maîtrise pas. On le voit bien, c'est pas lui qui maîtrise les prix. À la limite, il maîtrise quelquefois même pas les investissements qu'il choisit. On vient lui les proposer, ou alors c'est la seule possibilité qu'il ait. Ça, ce sont les messages, et la famille. Là, tout est imbriqué, en fait. Ah oui, le message sur la famille est impressionnant. Entre la femme qui doit faire la comptabilité, qui doit trouver quelques sous pour assurer le quotidien. Oui, c'est-à-dire qu'elle a un autre boulot à côté. Elle s'occupe de la ferme, et puis elle est également comptable dans une société. Tout à fait. Ça, c'est vrai aussi. Souvent, les agriculteurs ou femmes d'agriculteurs sont obligés de jouer sur les 2 tableaux, de faire autre chose à côté. Tout à fait. Et aussi, c'est la solitude. C'est-à-dire, il y a les créanciers qui viennent, mais il y a l'isolement, même au sein d'une famille aimante. Il y a l'isolement, on ne sait pas à qui s'adresser. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on existe et qu'on existe à juste titre. Il y a l'isolement, et puis il y a aussi, et ça c'est quand même un message d'espoir. Alors, comment voir un message d'espoir ? Mais quand il se suicide, et ça a été le cas du père d'Édouard Bergeon, il ne veut plus mourir. Oui, au dernier moment, là, il ne veut ouais. plus. Et je pense que ça, il faut le retenir aussi. C'est qu'un agriculteur qui se suicide, et il y en a presque un tous les jours à l'heure actuelle. C'est ce qu'il dit à la fin du film. C'est ce qu'il dit. Eh bien, il se suicide parce qu'il ne trouve pas d'autre solution à sa détresse, à ses difficultés. Puis il a honte, et il culpabilise à fond. Il y a plein de sentiments là-dedans. Parce que le film, c'est aussi le portrait de 3 hommes et de 3 conceptions de la paysannerie différentes. Il y a le père qui est dans le traditionnalisme, le fils qui essaye de se mettre à la loi du marché, c'est Guillaume Canet, et puis son propre fils qui voudrait reprendre et qui, lui, veut être ingénieur agronome. Il fait des longues études, donc on s'aperçoit que de plus en plus, c'est professionnalisé et que finalement, le sens de la paysannerie se perd aussi. Au contact des agriculteurs, on le sent bien, ça. Il y a une sorte de conditionnement, mais pas obligatoire, mais ça se fait naturellement. Enfant, on a envie de s'installer, on a envie de reprendre, on a envie... il y a la nature, il y a l'espace, il y a plein de choses. Et puis on y croit. Tout le monde y croit. Et le père joué magnifiquement par Rufus, et le fils c'est extraordinaire aussi. Ils sont vraiment tous extraordinaires. Le père, il fait payer le prix fort à son fils. Et puis il ne lui fait pas de cadeau ensuite. Aucun cadeau. Et ça, c'est un des gros problèmes. Et après, le fils, malgré tout, il a envie, lui. Alors, il ne parle pas de ses projets, il ne parle pas de ce qu'il va faire, mais il veut continuer, il veut être paysan. Et ça, c'est vraiment très fort. Moi, j'ai encore de l'émotion dans la voix. Oui, on le sent. C'est un film vraiment à voir, n'est-ce pas ? Ah oui, à voir sans aucune condition. Oui. Absolument. Alors, on a envie de se dire, cette mise en lumière de finalement, du monde paysan et par ce biais de votre association, ça va changer quoi pour vous ? Vous avez envie de structurer encore plus l'association ? Parce que Guillaume Canet vous soutient, vraiment. Alors, Guillaume Canet nous soutient. Il parle de nous pratiquement à chaque fois qu'il passe à la télé ou à la radio. Rassurez-moi, Christine, il a retrouvé ses cheveux depuis. Oui, c'est bon, d'accord. Il est très, très beau. Mais là, il est magnifique. Là, il est... Oui. Donc, il nous soutient, effectivement. Il estime que c'est primordial d'avoir une association comme la nôtre sur le terrain. Il va nous soutenir financièrement. Parce que là aussi, nous sommes une association loi 1901. Donc, nous sommes tous les ans à la recherche de financement. Bien sûr, il y a des subventions des collectivités locales, des organismes comme la MSA ou autres, et les banques. Enfin, il y a le mécénat, de plus en plus, il y a le mécénat. On est reconnu d'utilité publique, donc avec une déduction fiscale de 66% quand même, c'est pas négligeable. Donc, j'en profite un petit peu pour faire appel. Mais on a besoin de ça pour être indépendant, autonome, et puis apporter le plus
possible notre soutien. Et puis de bénévoles également. C'est le moment de lancer un appel aux bénévoles, parce que vous en recherchez. On en recherche des bénévoles, mais depuis le film, on a beaucoup d'appels de bénévoles, de gens qui veulent être bénévoles. Alors la plupart du temps, ce sont des agriculteurs à la retraite ou en activité, mais il y a des bénévoles d'autres horizons que l'agriculture. L'appel est lancé. L'appel est lancé. C'est bien que vous soyez là ce matin. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. On va maintenant, avant d'aborder l'agenda culturel de Sabine, découvrir comment occuper ses enfants. Et puis on va se pencher sur une activité, une idée donnée par Lélia Nevers. Je vous laisse apprécier. Bonjour, je m'appelle Audrey, je suis la maman de Gabriel. Bonjour, c'est Diana. On cherche une activité créative à faire en dehors des tableaux et du dessin sur papier. Bonjour Diana, bonjour Audrey, bonjour Gabriel. Bonjour. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à décorer vos souvenirs de promenade? Oui. Ouais. Eh ben on y va. Caillou bonhomme. Pour faire de jolis cailloux à décorer, la première chose à faire, c'est de choisir son caillou. Maintenant qu'on a choisi nos cailloux, on n'a plus qu'à choisir la peinture qu'on veut appliquer sur le caillou. De l'acrylique, c'est pas mal parce que ça va permettre de bien recouvrir le caillou. J'en ai beaucoup mis dans mon assiette, moi. Oh oui. Quand vous partez en balade avec vos enfants, n'hésitez pas à ramasser des choses que vous trouvez, comme par exemple des cailloux, des pommes de pin, des feuilles. Vous pourrez vous en servir après pour toutes vos créations manuelles. Que je vous propose de coller des yeux sur les cailloux pour créer des petits bonhommes. On peut utiliser les feutres pour dessiner des bouches, des langues, des dents. Et puis on peut utiliser tout ce qu'on a sur la table, des paillettes, des petites peluches, pour pouvoir créer les cheveux, les têtes des bonhommes qu'on veut. Ilouche. Ilouche. En mettant un peu de colle sur les cailloux, on peut aussi appliquer des petites paillettes pour rajouter de la brillance à nos bonhommes. Des chaussures. Et voilà. Et voilà nos cailloux, maintenant transformés en bonhommes. On peut commencer à se raconter des histoires et à jouer avec. Pour la touche finale, petite astuce, je vous propose de prendre des aimants qu'on va coller à l'arrière de nos bonhommes cailloux pour pouvoir les mettre sur le frigidaire et agrémenter notre cuisine. On prend de la colle forte universelle, on appuie bien et on essaie de le garder longtemps pour que ça puisse tenir. C'est préférable d'avoir un aimant plus gros pour un caillou plus lourd. Et puis si vous avez un caillou plus petit, vous pouvez prendre un aimant plus petit. Vous pouvez aussi décliner ce jeu pour les tout petits en faisant par exemple différentes humeurs sur vos cailloux, donc la joie, la tristesse, la peur, la colère. Et puis on peut également leur demander de ranger les cailloux par ordre de taille, donc du plus grand au plus petit, ou alors les faire s'empiler les uns sur les autres. Et du coup ça permet de faire une activité pour toute la famille, pour les plus grands mais aussi pour les plus petits. On résume. Pour travailler son imagination avec les cailloux à décorer, choisissez-en un, peignez-le de la couleur de votre choix. Préférez une peinture acrylique. Pour le transformer en bonhomme, ajoutez-lui des yeux, puis laissez libre cours à votre imagination. Pour le changer en magnette, collez-lui un aimant adapté à sa taille. Vous donnerez une touche personnelle à votre frigo. Et bien voilà une belle idée pour ce week-end pour occuper les petits. Allez, on va se pencher maintenant avec vous, Sabine, sur d'autres idées pour occuper les plus grands, par contre. Des artistes qui peuvent proposer des super tutos aussi. Ouais. Alors, c'est l'automne, les arbres prennent des couleurs et Rennes et sa métropole aussi avec plusieurs événements artistiques. Dès aujourd'hui, une centaine d'artistes ouvrent leur atelier pour partager leur univers jusqu'à dimanche. Toutes disciplines confondues, sculpture, peinture, photographie, atelier reliure, notamment avec celui de l'artiste Annie Robin qui fabrique de merveilleux petits livres, art culinaire même. Et les galeries aussi sont ouvertes vendredi jusqu'à 22h. Alors c'est une autre manifestation, toujours dans le même cadre. Et donc dimanche aussi dans le cadre du circuit des têtes de l'art. Voilà, vous l'avez reçu aussi. 15e anniversaire. Ah bah, voilà, elle est merci Carole, beaucoup. au taquet, Ah oui, au taquet, c'est très bien. Quel bel écho, Carole, merci. C'est une belle balade artistique donc pour découvrir des œuvres originales. Et j'ai d'ailleurs un petit coup de cœur pour les œuvres de Marine Bouilloux, exposées dans la galerie L'Entretemps, dans le centre de Rennes. Ce sont des peintures géométriques que vous voyez à l'écran. Cette artiste rennaise explore la couleur, la géométrie, le motif, le rythme, la lumière. Elle peint à la main, c'est étonnant. Un travail de grande précision qui invite à la méditation
dégustation. Elle vous accueillera même dans la galerie, donc vendredi de 14h à 22h. Eh bien, nous y serons, et peut-être Carole aussi. Allez, dans le Morbihan, la bande dessinée monte sur les planches. Oui, Palais des Arts ce dimanche à Vannes. Vous connaissez peut-être l'auteur de bande dessinée Florence Estac, qui fait des personnages avec des gros nez et qui aussi croque de contemporains, c'est-à-dire nous, avec nos petits travers au quotidien. Elle a un humour d'ailleurs vache. La voici donc sur scène à dessiner en direct l'histoire contée par l'écrivain Daniel Pénac, auteur de la saga Malocène, vous devez connaître aussi. Donc un amour exemplaire, l'histoire de ce petit garçon de 8 ans, fasciné par l'amour hors norme que se portent Jean et Germaine. D'abord en bande dessinée, donc ce récit touchant est mis en scène par Clara Bauer. Extrait. Les voilà, ma grand-mère et ses copines, à l'ombre du platane, prenant le thé. Et qui est-ce, là-bas, occupé à pousser le rouleau, à côté de son grand frère? C'est moi. Oh, t'es tout mignon, c'est là. toi, Et alors, tu as quel âge, là? 8 ans. 8 ans. 8 ans, et c'est cet après-midi-là que j'ai entendu parler de Jean et Germaine pour la première fois. Il fumait la pipe du matin au soir. Merci. Et il adorait sa Germaine. Laquelle, faut bien le dire, était pas jolie non plus. Toujours plaisir. Oui, c'est sympa. Voilà, donc les comédiens donnent vie à ces personnages dessinés, c'est vraiment un régal. Alors je vous propose d'aller voir ça le dimanche à 17h à Vannes. Et il reste des places, c'est à partir de 10 ans. Et sinon, représentation samedi 5 octobre à Pleubian, dans les Côtes-d'Armor. Alors, puisqu'on parle des Côtes-d'Armor, on y fête aussi un bel anniversaire. Oui, l'Orchestre symphonique de Bretagne célèbre ses 30 ans à la Passerelle et son chef gallois, Grand Llewellyn, a vu les choses en grand version XXL pour que la fête soit belle. Alors, la musique russe est à l'honneur avec un invité de prestige, le grand pianiste Alexandre Tarot. Et on l'écoute tout de suite. Très très joli. C'est très beau. Alors donc il jouera, Alexandre Tarot, il interprétera le concerto numéro 2 de Shostakovich et promesse donc d'une très belle soirée à la Passerelle à Saint-Brieuc et aussi lundi au théâtre de Cornouailles à Quimper. Et puis c'est jour de fête aussi samedi en Ille-et-Vilaine à Couillères. Oui, Couillères, vous savez qu'à Couillères on peut observer les étoiles parce que c'est la seule commune en Ille-et-Vilaine où il n'y a pas de pollution lumineuse. C'était une petite remarque pour vous parler de jour de fête. C'est un village d'art éphémère pour toute la famille ce samedi où il y a plusieurs représentations, un manège donc de Monsieur Billy et notamment les farfelus de Kiel Touclou. Et c'est on découvrira. Voilà, on découvrira un show vraiment farfelu à voir ce samedi à Couillères. Voilà, et bien écoutez, maintenant, merci beaucoup Sabine pour toutes ces idées de sortie. On va maintenant prendre le large si vous voulez bien. S'il est bien une course qui nous fait tous rêver, évidemment, c'est le trophée Jules Verne. Alors ce tour du monde à la voile, il a inspiré une exposition au musée de la Marine de Brest où se sont rendus Sarah Ben-Chérifa et Christian Paulet. On découvre. Le musée de la Marine de Brest présente une exposition inédite sur le trophée Jules Verne. La pièce maîtresse du parcours, l'œuvre magnétique de Thomas Shannon. Presque magique, très symbolique surtout, elle est remise aux équipages vainqueurs, comme dans une procession. Quand les marins arrivent, qu'on leur transmet le trophée, que l'ancien détenteur leur donne la carène de bateau, et qu'ils vont tous ensemble la poser sur leur champ magnétique, on sent l'émotion. Elle est vraiment palpable, alors que c'est des hommes qui ont tout bravé. Entre l'œuvre littéraire, le tour du monde en 80 jours, et les maquettes des bateaux détenteurs des records, des sections de mâts et de voiles sont à découvrir, à toucher. Une exposition protéiforme qui fait prendre la mesure de ce tour de force sportif. Le plus frappant vraiment dans le travail de recherche qu'on a fait, c'est de découvrir au travers des témoignages des skippers les conditions extrêmes de cette course, où à certains moments des équipages se trouvent en situation de survie. C'est vrai que les combinaisons de survie à bord du navire parce qu'on attend finalement le pire, ou bien ces équipages qui vont décider de descendre encore plus au sud pour emporter le Jules Verne, mais en sachant qu'ils se mettent véritablement en danger et qui racontent qu'ils prennent collectivement la décision de se mettre en danger. Et les prochains à se mettre en danger pour le Jules Verne seront les marins du Spindrift. Départ prévu à la fin de l'année. L'exposition, elle, sera visible jusqu'au 3 janvier 2021.
Voilà, ce qui laisse pas mal de temps pour la découvrir. On va rester dans le domaine maritime avec vous, Carole, puisque vous êtes venue nous présenter ce matin un objet exceptionnel qui sera proposé à la vente, c'est ça, le lundi 7 Le lundi 7 octobre, une maquette de ponton. Alors on va la découvrir en images tout de suite. On comprend que vous n'ayez pas pu venir avec. Oui, une grande parce qu'en fragilité. plus, il y a une vitrine qui la protège, bien sûr, comme toujours, en acajou et verre. C'est un travail impressionnant. Alors là, elle est fabriquée en os de bœuf, Ouais. en buis également, en ébène. Et ce travail remarquable pouvait mettre plusieurs années. Et était fabriqué surtout pas par des professionnels, Alors, mais par des qui prisonniers de guerre, de la fameuse guerre maritime qui a duré pendant 22 ans entre la France et l'Angleterre, entre 1793 et 1815. Donc les prisonniers étaient parqués sur des pontons qui étaient des navires désarmés. Et pour un petit peu s'occuper, ils avaient le droit aussi d'avoir une activité commerciale. Ils fabriquaient des tas d'objets, des brosses, des nécessaires de fumeurs. Et pour les plus doués, ils fabriquaient ces fameuses maquettes qui reproduisaient des bateaux très connus, des vaisseaux très connus, dont celui-ci qui était le Canopus, qui était un bateau qui a été fabriqué en 1796 par la France, qui s'appelait Franklin au départ. Et ensuite, les Anglais l'ont capturé, l'ont modifié. Et c'est devenu un des vaisseaux les plus rapides à l'époque. Donc ces prisonniers, chacun avait sa spécialité. Ils étaient plusieurs, c'était un travail d'équipe. Ceux qui fabriquaient les poulies, les gréements. Là, on voit une figure de proue très très bien sculptée. Et sur ces maquettes, celle-ci, la plupart étaient assez rustiques, puisque en fait c'était des amateurs, mais celle-ci, c'est vraiment un travail comme de professionnels. C'est-à-dire ces marins étaient également doués pour l'artisanat et pour les tâches minutieuses. Ils avaient beaucoup de temps, c'est vrai, emprisonnés. Et donc, ces maquettes représentent tout cet art maritime. C'est devenu du patrimoine mondial maritime. D'ailleurs, de nombreux musées privés se créent aussi. Et nous avons vendu déjà 2 maquettes un peu plus grandes au mois de mars et qui ont fait, on en parlera, les estimations assez importantes. D'accord. Donc, et il est estimé combien? Alors, celui-ci est estimé entre 25 et 40 000 euros. Alors, c'est assez La frappant fourchette quand même. La est très fourchette est quand large. même très large. Comment ça se fait pour qu'on puisse avoir une telle marge? Comment se fait une estimation? Alors, vous l'estimation, demandez, c'est la rareté de l'objet, donc la qualité de l'objet et l'état de l'objet. Alors ensuite, on analyse évidemment sur le marché de l'art, puisqu'avec Internet, on a quand même pas mal d'outils. Où est-ce qu'on va trouver chez des grands marchands, des grands antiquaires, des résultats de vente aux enchères? Et on constate qu'il y en a très très peu dans le monde à être passés. Donc déjà en mars, on avait constaté le fait. On avait estimé raisonnablement les 2 maquettes en mars et elles ont fait quasi le double. Ah oui. Notamment, pour notre plus grande fierté, avec un acheteur de Rennes. Enfin, un sous-enchérisseur, c'est-à-dire qu'il n'a pas obtenu aucune des maquettes, mais il y avait quand même un acheteur jusqu'à 70 000 euros pour une des maquettes, c'est impressionnant, avec les frais, et 30 000 pour l'autre. Donc, ce sont des objets rarissimes, témoignages de notre patrimoine et notre artisanat, nos prisonniers français qui se trouvaient là-bas en Angleterre, souvent à Portsmouth. Donc, d'ailleurs, il y a plusieurs indices sur cette maquette. On voit indiqué Sainte-Anne, qui était donc une chapelle à Portsmouth, qui recueillait, exposait les reliques de la Royal Navy. Donc probablement une commande. Il y a un petit indice aussi sur le commanditaire donc de ce bateau. Il y avait toujours un commanditaire qui finançait quand même la chose. Donc voilà, quelques petits indices qui permettent de la dater autour de 1805. Ouais, vous faites un vrai travail d'enquête. Voilà, l'expert. Ah oui, l'expert. Moi, un peu, et l'expert, beaucoup. Et après, c'est la vente. Vous êtes surpris par la Là, on plonge, quand on regarde en gros plan, regardez, on s'y croit. Bah oui. Puisque c'est la reproduction stricte. Mais elle fait 50 Franchement, cm de hauteur et 40 de largeur. Alors là, c'est un vendeur parisien ou pas Alors, qui oui, vous a confié cette maquette-là? Un vendeur parisien qui a vu les adjudications précédentes qui ont été vendues à ce musée privé qui s'est créé tout récemment à Bordeaux, musée de la mer et de la marine. Donc, ce collectionneur se dit, apparemment, vous avez fait votre travail correctement, vous trouvez sans doute les bons acheteurs, et ils préfèrent parfois passer par un intermédiaire plutôt que d'aller directement faire ça entre eux. Ça vous surprend? Donc, résultat, le 7 octobre. Il faudra être à la salle des ventes le 7 octobre. Voilà. Vous connaissiez ce type d'art maritime, on va dire? Non, pas du tout. Julia? Mais les maquettes fascinent toujours, que ce soit les enfants ou les adultes. C'est très, très minutieux. Voilà. Même en gros plan, c'est fait à l'échelle, en fait.
Et c'était fait avec des petits canifs, des petits grattoirs, des outils qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Donc, oui, c'était vraiment un artisanat qui devient un art, finalement, par leur savoir-faire. On verra pour cette estimation alors. Très bien, je vous dirai ça. De connaître le prix final, vous nous tiendrez au courant dans ce cas-là. Très bien. Carole, je vous propose maintenant les uns et les autres qu'on aille à la SPA de Rennes où on va tout de suite retrouver l'ami Billy avec un animal à adopter. Bonjour. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, en compagnie de notre petit papy. Yes, ce matin on est tout en douceur parce qu'on a un petit bonhomme qui s'appelle Rock. Rock. Alors je dis un petit bonhomme, un petit papy bonhomme quoi. Un petit papy bonhomme qui a 13 ans. Ah oui. Mais il porte bien son nom effectivement parce qu'il sourit comme un roc. À 13 ans, il est encore en forme. D'accord. C'est un chien qui est toujours partant pour partir en balade. Aussi bien sûr pour faire une bonne sieste au pied de son maître. Tranquillou, devant les programmes de France Télévisions, l'après-midi, un petit canapé. Exactement. Donc c'est ça qu'on lui cherche quoi, un petit canapé tranquille. Un petit panier retraite, où il pourra cohabiter avec d'autres animaux sans souci. Voilà, c'est vraiment pas le papy embêtant, il va s'adapter à beaucoup de situations. À partir du moment, bien sûr, on lui consacre du temps et qu'on lui donne de l'amour. Ça marche, donc une maison ou un appartement? Avec ascenseur, l'appartement. Ah, ok, il d'accord. pourrait vivre en appartement, mais on va éviter quand même de lui faire monter 3 étages ouais. sans ascenseur, par exemple. Les escaliers, c'est jamais une très bonne chose pour les Mais avec ascenseur, au contraire, il n'y a pas de souci. Du moment qu'il a ses petites balades quotidiennes, il s'y habituera sans souci. Tout ira bien. Eh bien, écoutez, c'était Rock pour vous ce matin ici au refuge de la SPA de Rennes. Et puis, on vous souhaite à tous un très bon appétit. À Bon bientôt. appétit à tous. Merci Billy, bon on l'a compris. Si vous avez un ascenseur, ou alors Karl se propose de porter le chien Oui, je régulièrement. peux venir à domicile porter votre clébard, mais par contre ça va coûter bonbon. Dans un panier. Mais vous savez que les adoptions à la SPA, ça fonctionne extrêmement bien. Il y a beaucoup d'animaux qui sont adoptés grâce aux appels lancés. Et Billy aussi s'est fait adopter. Billy, on l'a adopté depuis on est très content longtemps. pour lui. Donc, Billy, on l'a adopté depuis fort longtemps. Voilà, on a parlé de la voix aujourd'hui et on vous rappelle donc le spectacle que vous organisez très prochainement, Julia. Donc un petit rappel avant de se quitter, 1er décembre. Le 1er décembre à 17h au Ponant à Passé, avec le Soweto Choir et le Soul Spirit Choir. Et ça va être magnifique. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouvera demain à 10h45. Il sera question, entre autres, des zones blanches de cuisine avec des idées de menus pour toute la semaine prochaine. Et puis, nous mettrons en lumière le village de Trémargat dans les Côtes-d'Armor. Dans quelques instants, vous retrouvez votre série itinéraire consacrée au Parlement de Bretagne. Sandrine Ruot et Catherine Bazy nous font découvrir ce bâtiment emblématique de notre région. Et puis, ce sera l'heure de votre journal régional à midi. On vous souhaite une magnifique journée sur France 3 Bretagne. Kenavo.